Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la perspective actionnelle en classe de français. Cette approche cherche à enseigner le français à tous les élèves en mettant l'accent sur l'utilisation de la langue dans des situations réelles. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préférez? Option A: mémoriser des listes de vocabulaire, faire des exercices de grammaire, traduire des phrases et répéter des structures. Ou alors option B, planifier un voyage avec vos camarades, résoudre un problème ensemble, organiser un projet ou créer quelque chose pour un vrai public. La plupart des élèves trouvent l'option B plus motivante et plus utile. Alors, la question est, quelle expérience vous préparerait le mieux à utiliser la langue dans la vie réelle et pourquoi? C'est ici que nous arrivons à la perspective actionnelle. Dans cette approche, apprendre une langue signifie agir avec la langue pour réaliser des tâches. L'objectif n'est pas seulement de connaître la grammaire ou le vocabulaire. L'objectif est surtout de faire quelque chose avec la langue. Par exemple, comme on l'a vu, organiser une activité ou résoudre un problème. Pour comprendre cette approche, il y a quelques mots importants. D'abord, la perspective actionnelle. C'est l'idée que les apprenants utilisent la langue pour agir dans un contexte social. Ensuite, une tâche. Une tâche, c'est une activité où les apprenants ou les élèves utilisent la langue pour atteindre un objectif concret. Et enfin, on a la planification à rebours, un peu comme les cartes de Uno qu'on voit sur l'écran. Cela signifie que l'enseignant, le professeur, va commencer par réfléchir au résultat final, puis ensuite organiser les activités pour aider les élèves à atteindre cet objectif. Pour revenir à notre perspective actionnelle, signifie agir avec la langue pour réaliser des tâches. Et on vient de voir ce qu'était une tâche. Donc l'objectif ne sera pas seulement de connaître la grammaire ou le vocabulaire ou la langue, mais de réaliser, de faire quelque chose. Il y a 4 caractéristiques dans l'approche actionnelle, dans la perspective actionnelle. Premièrement, l'apprenant, c'est un acteur social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élève va utiliser la langue pour communiquer et pour interagir avec d'autres personnes dans un contexte social. Deuxièmement, les tâches sont centrales. L'apprentissage se fait à travers des tâches comme planifier un travail, préparer un événement, organiser une sortie. Et troisièmement, on parle de travail collaboratif. Souvent, les apprenants vont être amenés, les élèves sont amenés à travailler ensemble pour réaliser cette tâche. Ils vont échanger des idées et surtout, ils utilisent la langue pour coopérer. La dernière chose, la dernière caractéristique de notre approche actionnelle, c'est qu'on doit créer des situations qui sont proches de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? C'est que dans la classe, on va créer des situations authentiques de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, de la vie de tous les jours. Donc ça, ce sont nos 4 caractéristiques de cette approche particulière. Alors, maintenant, on va regarder un exemple simple et concret. Par exemple, si on regarde ici, au lieu de faire un exercice sur le futur, comme on peut voir souvent, on va parler du futur proche, du futur simple, on peut voir 2 approches. La première approche, c'est l'approche plutôt traditionnelle. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer les verbes au futur proche. Dans la perspective actionnelle, les élèves, on va devoir organiser un voyage, d'accord? Ils vont choisir une destination, réserver un vol, planifier des activités, réserver leur hôtel aussi, et ensuite ils devront présenter leur projet à la classe. Dans le deuxième cas, dans la perspective actionnelle,
Les élèves vont utiliser naturellement le futur pour parler de leur plan. La langue devient donc un outil pour agir, communiquer. C'est pas seulement un objet d'étude, comme on peut apprendre d'habitude. Aujourd'hui, on apprend le futur proche. Je vais aller au cinéma, tu vas aller au cinéma, il, elle va aller au cinéma, etc. Comme on a pu apprendre dans certains cours. Alors, pourquoi des tâches authentiques? Là, c'est important de voir que ces tâches-là, elles vont nous permettre de faire plusieurs choses. Alors, d'abord, ces tâches, elles nous permettent d'utiliser la langue dans un contexte réel. Les élèves vont parler et vont écrire pour accomplir quelque chose de concret. Ces tâches-là, elles vont aussi nous permettre de développer ce qu'on appelle la compétence communicative, qui est aussi dans le strand numéro 1 du Junior Cycle. Et nos élèves donc apprennent à exprimer leurs idées, à poser des questions, à interagir avec les autres. La troisième raison pour laquelle on devrait utiliser des tâches authentiques, c'est parce qu'elles permettent d'intégrer plusieurs compétences. Donc, ici parler, lire, écouter, les élèves vont devoir comprendre des informations, mais aussi présenter et écrire un résultat. Donc, elles nous permettent de travailler en fait sur les 4 compétences, de façon naturelle, de façon organique. Et enfin, ces tâches authentiques, elles nous permettent de faire le lien entre enseignement, apprentissage, évaluation. Parce que pour le professeur, l'évaluation va passer par la tâche. Est-ce que la tâche a été réalisée? Oui ou non, ou partiellement. Alors, on peut donc dire que les tâches nous permettent de relier le monde de la classe et le monde réel. Les activités, ce ne sont plus seulement des exercices de grammaire ou l'apprentissage du vocabulaire par cœur, ce n'est pas seulement scolaire, mais c'est des situations que les élèves vont rencontrer dans la vie quotidienne si ils vont visiter un pays francophone. Donc ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus motivant pour les élèves, beaucoup plus concret et aussi beaucoup plus utile. Alors, on va passer maintenant à l'étape concrète, qui est celle de la planification de la tâche. Comment, concrètement, ça se passe pour organiser un type d'apprentissage autour de notre approche actionnelle. Alors, je vous ai dit au tout début que l'approche actionnelle passait par la planification à rebours. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va commencer par imaginer la tâche finale. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves puissent faire à la fin de cette session? Donc on imagine cette tâche que nos élèves vont devoir produire. Et ensuite, on va préparer des activités et des sous-tâches qui vont aider nos élèves à développer les compétences nécessaires pour réaliser cette tâche. Ainsi donc, l'enseignement, les activités et l'évaluation vont tous être organisés autour d'une tâche authentique. D'accord? La tâche, c'est le point de départ pour la planification, mais c'est aussi le point d'arrivée pour nos élèves. D'accord? Mais la clé de la planification, c'est vraiment de commencer par quelle tâche on veut que nos élèves puissent accomplir. Alors, regardons maintenant les étapes de la planification d'une tâche. On va passer au concret, vraiment, pour les professeurs. Qu'est-ce que ça donne, une tâche dans la classe de français? La première étape, c'est vraiment de commencer par une tâche de la vie réelle. Cette étape, elle dure de 5 à 10 minutes et elle va permettre d'introduire la situation et aussi de motiver nos élèves. Alors concrètement, ça donne quoi? On présente une situation dans laquelle la langue va être essentielle, nécessaire. Par exemple, les élèves peuvent proposer un héros local pour le journal de l'école. Ça, c'est notre situation, c'est notre scénario. Ils vont devoir donner des informations personnelles et aussi expliquer pourquoi cette personne est un héros, pourquoi ils ont fait ce choix. En tant qu'enseignant que professeur, on va pouvoir afficher la situation au tableau, poser des questions guidées dans la langue cible et expliquer l'objectif de la tâche. Par exemple, ici, notre intention d'apprentissage, notre objectif d'apprentissage, c'est nous apprenons à décrire une personne et à donner des raisons.
On voit bien que dans la première partie de cette tâche, nous apprenons à décrire une personne. On voit bien que c'est lié directement à ce qu'on pourrait faire au niveau A1 avec des élèves de première année. Okay. Et si on va regarder les critères de réussite, le premier critère, c'est donner des informations de base sur une personne. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à faire dans les premiers mois. Le prénom, le nom, l'âge, par exemple, la nationalité. Ensuite, un peu plus complexe, donner une ou deux raisons pour son choix, justifier en fait son choix. Et là, le dernier critère de réussite, c'est communiquer l'idée clairement. Ok. Ça, c'est notre première étape. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui va s'intéresser aux activités de préparation. C'est ce qu'on appelle scaffolding en anglais. En français, des fois, on a étayage. Souvent, on va parler d'échafaudage. Et concrètement, ces activités de préparation, elles vont aider à soutenir nos élèves avant de réaliser la tâche principale. Donc pendant 15, parfois 20 minutes, ça dépend, les élèves vont apprendre et réviser le vocabulaire, les structures et les informations qui sont nécessaires pour accomplir cette tâche. On a un exemple d'activité possible, je vous ai mis des exemples ici. Cette liste, elle n'est pas limitative, évidemment, il y a beaucoup de façons de travailler le vocabulaire, la grammaire et les structures avant de pouvoir entamer la tâche. Mais par exemple, vous voyez, on a du brainstorming, remue-ménage, de vocabulaire, famille, personnalité, réalisation, essayer de travailler sur ce que les élèves connaissent déjà, évidemment. On peut écouter ou lire un texte sur un héros pour montrer un exemple aux élèves de ce qui est attendu d'eux. On peut associer des adjectifs à des images. On peut aussi utiliser des structures modèles, par exemple il, elle, et, parce que, pour guider un peu nos élèves, des sentence builders, ça peut être utile aussi. Et ici, le NCCA nous recommande ce qu'on appelle la planification à rebours, que je vous ai expliqué au début de cette présentation, et qui consiste donc à développer des activités pour préparer nos élèves à réussir la tâche finale. Mais en tant que professeur, on décide de notre tâche finale avant de décider de ces activités-là de préparation. D'accord ? On va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la réalisation de la tâche principale. Alors ici, les élèves vont travailler pour accomplir notre tâche. Donc ça peut être organiser un voyage, préparer une présentation, résoudre un problème, ça dépend. Maintenant, si on continue avec notre exemple du héros local, on peut très bien remplir un formulaire dans la langue cible. On a vu dans la première présentation que la langue cible, c'était target language. Okay. Ils peuvent aussi travailler en pair et s'interviewer, se poser des questions sur leur héros. Et aussi, ils peuvent faire une courte présentation à la classe. Donc là, c'est une tâche communicative, évidemment. C'est en fonction du professeur. On peut en combiner plusieurs si on veut offrir le choix à nos élèves, mais normalement, on va offrir une tâche. Plusieurs moyens d'expression, mais une tâche. Et moi, ce que je garde toujours en tête et que j'ai écrit juste en dessous quand je planifie pour mes cours, c'est que la tâche, elle doit avoir un objectif clair. C'est-à-dire que cet objectif, il doit être à la fois compréhensible pour moi en tant que professeur, à la fois compréhensible pour un autre professeur. Si jamais j'étais absente demain et que je laisse mes cours pour quelqu'un d'autre, ce professeur devrait être capable d'enseigner mon cours en fonction des objectifs que j'ai fixés. Donc l'objectif doit toujours être très clair pour moi, pour les autres et pour les élèves. La tâche, elle doit aussi être réaliste, c'est-à-dire que si je pense que c'est une tâche qui est trop complexe, je vais diviser cette tâche sur plusieurs leçons. Mais toujours un objectif réaliste qui est adapté aussi au niveau de mes élèves, c'est-à-dire que ici on voit bien qu'on a une tâche qui est de niveau A1, mais évidemment justifier un choix, ça vient dans une deuxième partie, c'est un niveau A1 assez élevé, alors que présenter quelqu'un, donner des informations personnelles sur quelqu'un, c'est du débutant niveau A1. Donc évidemment, il faut avoir conscience du niveau de ses élèves. Et la dernière chose, et c'est peut-être celle qui est la plus importante, c'est utiliser des contextes authentiques, à la fois pour motiver les élèves, mais aussi pour avoir quelque chose de réaliste qui se passe dans la classe. Est-ce que le contexte que j'ai créé
potentiellement pourrait être une situation que mes élèves vont rencontrer en visitant un pays francophone. Alors voilà pour notre étape numéro 3. Quatrième étape, c'est la phase d'interaction et de communication. C'est là où les élèves vont vraiment partager leur travail, présenter leurs idées, discuter avec les autres. En général, 10 minutes, pas plus, parce que ça peut devenir compliqué au niveau de la gestion de la classe si on a une activité d'interaction qui dure un peu. Attention, par phase d'interaction et de communication, ce n'est pas forcément du travail oral, ça peut aussi être du travail écrit. Alors, on continue sur notre exemple du héros local. Et par exemple, ici, on peut avoir un jeu de rôle avec un élève journaliste qui va poser des questions à un autre élève sur le héros local. Ou alors, ils vont faire semblant d'être le héros local. On peut aussi avoir des questions supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a une présentation du héros, mais les élèves posent « Et oui, et est-ce qu'il a un animal domestique ? Oui, il a un chien. » Ou je ne sais pas, est-ce qu'il habite à Cork ? Pourquoi pas ? On peut aussi avoir une discussion en petits groupes. Et c'est vraiment une étape clé parce qu'elle va non seulement soutenir l'aspect communicatif, oui, on a créé une situation de communication, on veut que nos élèves puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont préparé, à l'écrit ou à l'oral, évidemment, mais il y a aussi un aspect social d'interaction. C'est normalement notre 5e compétence. Vous savez qu'on a 4 compétences, c'est assez discuté, mais on a la compétence de production orale, compétence de production écrite, compétence de compréhension orale, compréhension écrite, et aussi la 5e, celle qui est un peu la compétence bonus parce qu'elle est très discutée, c'est la compétence d'interaction orale ou écrite. Mais elle est souvent liée du coup à la production orale, production écrite, mais il y a cette idée, voilà, de fonction sociale qui est très importante évidemment dans l'apprentissage d'une langue et aussi dans l'approche actionnelle. Et enfin, on arrive à notre 5e étape qui parle de réflexion et de retour. Donc là, les élèves et les enseignants, ils vont vraiment discuter de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils pourraient être améliorés, s'ils ont des questions qu'il reste. Voilà, ça c'est un type de question possible. Quelle langue vous a aidé à accomplir la tâche ? Quel objectif de langue ? Quelle structure langagière vous a aidé à accomplir la tâche ? Quels nouveaux mots de vocabulaire avez-vous utilisé ? Est-ce que vous avez communiqué votre idée clairement ? Et ici, on peut leur donner une grille d'auto-évaluation avec des critères de réussite très concrets où on peut demander à leurs camarades de classe de donner un retour, donc du feedback. Un retour, c'est du feedback sur leur présentation, par exemple, ou sur l'interaction qu'ils ont eue. Voilà, ça peut être des exemples à la fois de réflexion, mais aussi d'évaluation formative. On reviendra un peu sur l'évaluation formative, mais ça, c'est un exemple concret de ce qui pourrait se passer pour terminer cette tâche. Voilà. Alors, on a terminé les étapes de la planification. On va regarder un exemple concret un peu plus global maintenant, une perspective plus générale. C'est un exemple qui vient du site de la NCCA que j'ai partagé avec vous sur Blackboard. Et dans cet exemple, les élèves, ils font un voyage virtuel dans un pays où la langue cible est parlée, donc le français est parlé, dans un pays francophone. Et les élèves, ils recherchent une destination, donc par exemple une ville, un monument célèbre. Ils vont aussi explorer des images, des sites touristiques, et ils vont devoir créer une publication simple pour les réseaux sociaux pour présenter leur destination. Alors, c'est une activité qui permet aux élèves de découvrir la culture, les lieux et la langue, tout en utilisant le français pour communiquer. Alors, pour préparer cette tâche, les élèves ils vont devoir suivre quelques étapes, évidemment. Alors, on a ici une liste d'étapes. Alors d'abord, ils recherchent la destination et un lieu célèbre. Ensuite, ils vont choisir le format de la publication. Par exemple, ça peut être une photo avec un petit texte. Ils vont ensuite préparer les images qu'ils veulent partager, comme un monument, un restaurant typique ou un lieu touristique. Et enfin, dernièrement, ils vont écrire un message simple dans la langue cible. Par exemple, ça peut être une courte salutation ou une petite description. Donc c'est très proche de ce qu'on fait pour les CBAs, cet exemple de tâche ici.
Alors, pour terminer la tâche, évidemment, les élèves vont devoir publier le message sur la plateforme numérique de la classe, par exemple Google Classroom ou Microsoft Teams, ça dépend de ce que vous utilisez. Et ensuite, ils pourront également avoir accès aux publications des autres élèves. Et ils vont pouvoir réagir, ils vont pouvoir répondre en écrivant des commentaires. Et là, ils vont utiliser la langue pour communiquer avec un vrai public, même dans un environnement de classe. Donc ça, c'est un exemple parfait de situation authentique dans laquelle nos élèves communiquent entre eux et en français, mais avec vraiment un objectif qui est réaliste et qui est authentique. On va regarder maintenant une réflexion pédagogique sur cette tâche. Donc, c'est la réflexion du professeur sur cette tâche. D'abord, cet objectif, est-ce qu'elle a cette activité, est-ce qu'elle a un objectif réel? C'est la première question. Donc, ces questions, elles sont très utiles quand vous planifiez à la fois une unité d'apprentissage ou alors un cours. C'est très utile pour nous guider et de savoir si vraiment on arrive à correspondre aux critères qui sont définis dans l'approche actionnelle. Alors, ici, l'objectif réel, on a des élèves qui recherchent des destinations et qui créent une publication sur les réseaux sociaux. C'est une activité qui existe dans la vie quotidienne, d'accord? Ce n'est pas quelque chose d'irréaliste, c'est quelque chose qui est réel. Deuxièmement, est-ce que la tâche se déroule dans un contexte social authentique? Les élèves, ils vont communiquer dans leur environnement d'apprentissage, mais ils simule une activité réelle ici de communication. Donc, ça fonctionne. Est-ce que la tâche a un résultat clair, un objectif clair? Ici, oui, le produit final, c'est une collection de publications avec des informations sur des lieux réels dans un pays où la langue cible ou le français est parlé. Pas de problème. Est-ce que l'apprentissage, il est également soutenu par des ressources authentiques, des textes, des expériences? On a des photos, on peut avoir des cartes, on peut avoir des brochures touristiques, on peut avoir des publications sur les réseaux sociaux. Effectivement, ici, on peut dire que oui, les élèves ont accès à des ressources authentiques. Et la dernière question qu'on peut se poser dans cette partie-là, c'est est-ce que cette tâche, elle, encourage la créativité et la réflexion? Les élèves, ils vont choisir des lieux qui les intéressent, mais ils vont aussi réfléchir à la meilleure façon de présenter ces informations sur les réseaux sociaux. Et donc ça va aider à faire en sorte que leur esprit critique se développe et qu'ils réfléchissent vraiment sur la tâche. Pas seulement sur la structure langagière, sur la structure de communication, mais aussi sur la meilleure façon de présenter cette information. Enfin, pour la dernière partie de cette réflexion, cette activité, elle permet aussi aux élèves d'utiliser différentes compétences. Alors ici, on a mis tous les learning outcomes, ils sont en gras, vous les voyez, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les apprenants, ils vont mobiliser des compétences à la fois de compréhension, mais aussi de production. Donc je vous ai parlé des 4 compétences, on les voit ici. Ils vont devoir comprendre des informations simples, ils vont poser des questions, ils vont répondre à des questions et ils vont produire des textes courts. Ils vont aussi devoir utiliser du vocabulaire et des structures de base pour décrire des lieux, des personnes, leurs préférences. Et en même temps que ces structures de base, que cette compétence langagière, ils vont aussi développer des compétences culturelles en découvrant des pays et des communautés où la langue est parlée, pas forcément le français à Paris. Ça pourrait très bien être le français à Québec ou à Bruxelles ou dans une autre ville francophone évidemment. Et la dernière chose, c'est les compétences transversales qu'ils vont développer. Ici, on a parlé d'esprit critique, de réflexion. Ils vont devoir chercher des informations d'abord, organiser des idées, communiquer avec différents supports et trouver le meilleur moyen aussi de présenter ces informations-là. Donc on a beaucoup de compétences qui sont liées à cette activité, à cette tâche-là. Enfin, un autre aspect important, c'est le choix qui est donné aux apprenants. Les élèves peuvent choisir leur destination, les images qu'ils utilisent, les messages qu'ils écrivent, les publications auxquelles ils souhaitent répondre. Ça rend cette activité donc plus personnelle et plus motivante. Alors,
Cette tâche, elle est accessible à tous les apprenants. Comme il s'agit d'une activité communicative, chaque élève peut participer selon son niveau de langue. Et certains, ils vont écrire des phrases simples et d'autres, ils vont développer des textes. On a des supports visuels, on a des expressions simples qui vont aider tous nos élèves. Donc c'est pour ça que c'est une tâche très intéressante. Maintenant, quand on planifie une tâche, le site de la NCCA a partagé avec nous des prompts, des questions qui peuvent nous aider dans la planification des cours. Alors c'est un guide vraiment pour réfléchir à la façon d'organiser l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Je vous conseille de jeter un œil, c'est assez court, il y a quelques questions seulement. Donc par exemple, ici la première question c'est est-ce que on peut imaginer des sous-tâches ou des activités de soutien pour préparer les élèves à la tâche finale? Vous voyez, c'est la première question. La deuxième, c'est important d'identifier le vocabulaire, les expressions, les structures nécessaires pour réaliser la tâche. Alors, ici, par exemple, les élèves, ils peuvent avoir besoin de vocabulaire pour parler des villes, des monuments, des restaurants, des activités touristiques. Voilà. Donc, on imagine que c'est une tâche qui va se dérouler sur plusieurs cours, pas un seul cours. D'accord? Parce que ça peut prendre un peu de temps de développer ce vocabulaire, ces structures, de créer justement ce projet que les élèves doivent développer. Ensuite, les enseignants peuvent aussi avoir des ressources et des supports authentiques, c'est conseillé évidemment. Alors, par exemple, on peut avoir des brochures, on peut avoir des cartes, on peut avoir des vidéos. Ça va vraiment aider à mieux comprendre la culture et à utiliser la langue dans un contexte qui est réel. Donc c'est assez important d'avoir des ressources et des supports authentiques, autant que possible, bien sûr. Alors, pour résumer et terminer, on va regarder un exemple rapide du déroulement d'une leçon basée sur la perspective actionnelle. C'est juste pour, je dirais, pour résumer tout ce qui a été dit maintenant. Donc, dans un premier temps, présentation de la tâche. On avait par exemple proposé un héros local, c'était notre exemple il y a quelque temps. Deuxièmement, on révise le vocabulaire et soutien linguistique, les structures qui vont être nécessaires, la grammaire évidemment. Troisièmement, recherche ou planification des informations. Pour revenir juste sur la révision du vocabulaire, la grammaire, elle est en contexte, bien sûr. On a vu ça avec l'exemple de travailler l'oral, travailler le futur en contexte ou hors contexte. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va apprendre le futur simple. Ou alors, aujourd'hui, on va apprendre à planifier des vacances pour l'été prochain. Où on sait qu'on va utiliser le futur, mais dans un contexte qui est réaliste. Alors, je reviens sur le numéro 3, recherche ou planification des informations. Notre numéro 4, c'est la réalisation de la tâche, enfin. Ça peut être un formulaire, une présentation, un interview, ça peut être beaucoup de choses, un entretien. Il y a beaucoup de possibilités ici. C'est là où nos élèves vont vraiment réaliser notre tâche. Et enfin, la 5e étape, c'est la réflexion et le retour. Les élèves discutent de leur travail, partagent leurs idées et réfléchissent à ce qu'ils ont appris pendant l'activité. Alors, pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Comment pourriez-vous utiliser cette approche dans votre propre enseignement? Alors, comment vous pourriez planifier des activités qui vont donc encourager les élèves à utiliser le français dans des situations qui sont réelles, à collaborer et à accomplir des tâches significatives? J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un email. Vous avez mon adresse email en bas à droite. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.